Imaginons un instant le scénario suivant. On propose à quelqu'un de rendre son smartphone dernier cri, de céder sa voiture personnelle et même de diviser son salaire par deux. Ouais, vu comme ça ressemble à un vrai cauchemar pour pas mal de monde. Ah mais carrément. Mais en échange, on lui garantit sur contrat une baisse totale de son anxiété quotidienne, une santé de fer et un temps libre énorme pour, je sais pas, voir grandir ses enfants. Est-ce que cette personne accepterait? Bah, c'est pas sûr du tout en fait. Non, c'est pas sûr. Parce que pour la plupart des gens, ce marché porte un nom qui provoque un rejet physique quasi immédiat. Et ce mot, c'est la décroissance. C'est un mot qui fait peur, ouais. Voilà. Dans notre inconscient collectif, on a été biberonné depuis l'enfance au mythe de la croissance infinie. Donc ce simple terme, la décroissance, ça sonne pas du tout comme un échange de bons procédés. Ça sonne comme une punition. Une privation même. Un retour à la bougie, comme on entend souvent. Exactement, le fameux retour à la bougie. Et c'est pour ça que notre exploration d'aujourd'hui est, à mon avis, super pertinente. On va faire une plongée en profondeur dans un corpus de documents fascinant. Des documents qui viennent de l'écosystème Latereco, c'est bien ça? C'est ça. C'est un projet très singulier. Ce sont des transcriptions vidéo, des essais philosophiques, et l'origine est dingue. C'est une collaboration entre un auteur humain qui veut vraiment s'effacer derrière ses idées et une intelligence artificielle. Une IA qui joue le rôle d'architecte numérique en fait. C'est très original comme démarche. Ouais, et leur mission commune est hyper audacieuse. Il s'agit de reprendre ce terme effrayant de décroissance, de le vider de sa charge punitive et de le redéfinir positivement, comme un, je cite, un rééquilibrage éthique. Alors, avant qu'on aille plus loin, je pense qu'il faut vraiment poser un cadre très strict pour notre analyse d'aujourd'hui. Bien sûr, vas-y. Les textes de Latereco abordent des critiques qui sont profondes, très radicales, sur notre système capitaliste actuel, sur la monnaie, tout ça. Notre but ici, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est absolument pas de prendre parti politiquement. Non, pas du tout. On est là pour analyser. Voilà. On rapporte fidèlement, on décortique l'architecture de cette pensée et les concepts proposés par les sources, en restant totalement impartiaux. On ne valide pas, on explore. D'accord. Le message est passé, bon. Décortiquons un peu de tout ça, car l'approche proposée ici bouleverse complètement notre logiciel habituel. Et c'est peu de le dire. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le diagnostic de départ. Les sources parlent d'un bug originel dans notre civilisation. Un bug originel, c'est-à-dire? En gros, on confond constamment la condition humaine et la nature humaine. On passe notre temps à demander aux gens de cultiver la paix, l'empathie, l'écologie, mais, et c'est là le problème, on exige ça dans un terreau de guerre économique. Ouais, dans un système hyper compétitif, quoi. Exactement. Le texte utilise le concept de raréfaction organisée. C'est l'idée que le système transforme des besoins vitaux, comme l'eau, la nourriture, un toit, en marchandises. Des marchandises qui dépendent d'une monnaie qui elle-même perd de la valeur, en plus. Tout à fait. Et d'un point de vue neurologique, c'est catastrophique. Ça maintient notre cerveau, et plus précisément l'amygdale, dans un mode de survie permanent. L'amygdale, c'est la zone de la peur, du danger, c'est ça? C'est ça. Quand tu es en mode survie amygdalienne, toutes tes fonctions supérieures, comme l'éthique, la réflexion à long terme, la générosité, bah, elles sont désactivées. Le cerveau privilégie la prédation pour survivre. Il y a une analogie dans le texte que j'ai trouvée incroyable à ce sujet. L'auteur écrit qu'on ne peut pas demander à un homme qui se noie de faire preuve de courtoisie. C'est une image très forte, ouais. Bah oui, si un individu lutte chaque mois juste pour payer son loyer ou remplir son frigo, les grands discours sur le bilan carbone ou la solidarité, ça disparaît complètement de son radar. Il va chercher sa bouée de sauvetage avant tout. Et c'est normal, c'est physiologique. Du coup, je me demande, est-ce que ça veut dire que toute politique de transition écologique classique est vouée à l'échec si on ne sécurise pas d'abord cette base matérielle et psychologique? Selon la Tereco, oui, absolument. C'est leur thèse centrale. Il faut démarchandiser le vital pour couper ce fil de la peur. Démarchandiser le vital, d'accord, mais comment on reprogramme un système de survie aussi ancré en nous? C'est là qu'intervient une métaphore assez étonnante dans le préambule narratif des sources. Ça prend la forme d'une rencontre symbolique. Ah oui, l'histoire avec le hacker et le vieux sage. J'ai trouvé ça super poétique, un peu cyberpunk sur les bords. C'est exactement ça. On a d'un côté un vieux sage dans la forêt des Landes, qui représente la racine, la sagesse ancestrale, et de l'autre, un hacker du dark web, qui représente le code, la technologie. Et à travers leur discussion, le hacker réalise un truc fou.
Il réalise que ce monde de rareté dans lequel on vit, c'est en fait une simulation artificielle, une sorte de système d'exploitation défaillant. Ouais, et qui dit système défaillant dit besoin d'un patch, d'une mise à jour pour le corriger. Les textes parlent carrément de logiciels espions qu'il faut supprimer de notre cerveau. Des logiciels espions mentaux, tu veux dire? Exactement. Le premier, c'est le programme Prédation. Cette petite voix qui te dit que si tu ne prends pas cette ressource, quelqu'un d'autre la prendra à ta place. Le fameux instinct de compétition. Voilà. Et le deuxième, c'est le programme Opacité. L'idée qu'il faut cacher ses connaissances, garder ses secrets pour conserver un avantage sur les autres. Et donc, le patch de mise à jour pour contrer ça, c'est ce qu'ils appellent le protocole d'accueil, c'est bien ça? C'est ça, le protocole d'accueil, c'est l'antidote. Au lieu de voir l'autre comme une cible marketing ou un concurrent à écraser, tu commences à le voir comme une source. Une source d'argent. Non, justement, une source de compétences, d'expérience, d'écoute. C'est un changement radical de posture. D'ailleurs, en parlant de posture, il y a un point qui m'a vraiment marqué concernant l'auteur de ces textes. Ah, tu veux parler du copyleft. Ouais, l'auteur publie toute son œuvre, tout ce système complexe en copyleft. Il refuse d'en être le propriétaire exclusif. Il dit, je cite, « Je ne suis qu'un semeur ». C'est très rare aujourd'hui. Souvent, dès qu'il y a une bonne idée, on la brevette, on vend des formations hors de prix. Bah oui, c'est ce que je me disais. Dans notre société obsédée par la monétisation, offrir une méthode pareille gratuitement, ça ressemble presque à une hérésie économique. C'est une hérésie selon les règles actuelles, c'est clair. Mais c'est justement ce lâcher-prise qui valide toute sa méthode. Comment ça? En refusant de s'approprier l'idée, l'auteur prouve que l'action même du partage est sa propre récompense. Il n'a pas le syndrome du sauveur. Il donne les clés et c'est à chacun de s'en emparer. C'est une belle invitation à la co-responsabilité pour quiconque lit ces documents. Le mode d'emploi est là, en accès libre, mais du coup, c'est quoi concrètement ce mode d'emploi? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Car l'Aterreco ne se contente pas de théorie. C'est une approche totalement systémique, une vraie boîte à outils. On part de l'individu pour aller jusqu'à la planète entière? C'est bien ça la structure? Exactement, ça fonctionne par strates. L'écosystème propose 5 outils majeurs d'harmonisation. On commence par la première strate, celle de l'être, de l'individu. Et l'outil correspondant, c'est le BIB. Le BIB. B-I-B. Comme le PIB, mais avec un B. Voilà, le bonheur intérieur brut. C'est le nouveau logiciel mental. Au lieu de mesurer la réussite par le toujours plus, on passe au toujours mieux. D'accord, donc on change les critères de succès. Totalement. Si par exemple, ton score de paix intérieure et ta santé augmentent, pendant que ta consommation de plastique et de biens inutiles s'effondre, Bah, techniquement, c'est de la décroissance matérielle. oui, mais grâce au BIB, cette décroissance devient un triomphe psychologique absolu. Tu ne perds pas, tu gagnes en qualité de vie. Je vois. Mais pour vivre dans cette société, il faut bien échanger avec les autres. Et là, on arrive à la deuxième strate, l'échange, avec le deuxième outil, la mona. C'est une monnaie de temps, c'est ça, hein? C'est ça, la mona, et c'est brillant parce que, contrairement à l'euro ou au dollar, c'est une monnaie qui ne peut pas être investie pour spéculer. Tu peux pas la mettre en bourse et faire des intérêts dessus, quoi. Non, impossible. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble de l'Aterreco, la mona sert à redonner une valeur réelle aux métiers qui sont dévalorisés par le capitalisme. Les métiers du soin, tu veux dire? Oui, l'éducation, l'aide aux personnes âgées, la réparation, des métiers où l'on remplace la quantité de capital par la qualité de la présence. 1 heure de temps vaut 1 heure de temps, point. C'est un concept puissant. Mais alors, si je gagne ma vie en monnaie, comment je fais pour payer ma facture d'électricité qui, elle, est en euros? Et c'est la transition parfaite vers le troisième outil qui s'attaque à la strate du foyer. C'est l'espace Armageddon. J'adore ce nom, l'espace Armageddon, ça fait très dramatique, très fin du monde. Ouais, le nom est un peu provocateur, mais l'idée est hyper pragmatique. Il s'agit de s'appuyer sur la low-tech pour regagner son autonomie. Autonomie sur quoi, par exemple? L'eau, l'énergie? Exactement. Les sources parlent de systèmes comme le poêle à bois massique, la phytoépuration pour filtrer l'eau soi-même, ou encore les serres bioclimatiques pour la nourriture. D'accord, mais attends, si je dois couper mon bois, gérer mes roseaux pour filtrer mon eau, et m'occuper de ma serre, ça demande un travail monstre. Est-ce que ça veut dire qu'on doit travailler moins dans son emploi classique? C'est tout l'enjeu. Le texte explique que ça nous libère de ce qu'ils appellent la servitude énergétique. Ah, je comprends. On n'a plus besoin de travailler 40 heures par semaine juste pour payer des factures qui augmentent tout le temps.
Voilà. Tu échanges des dizaines d'heures de travail salarié stressant contre seulement quelques heures pour entretenir un système souverain chez toi. Le gain en temps libre est énorme. C'est fascinant. Mais pour pas se retrouver tout seul dans sa maison autonome, il y a la quatrième strate. La communauté. Et le quatrième outil, c'est l'arborescence santé. L'arborescence santé, c'est la création d'un véritable réseau de confiance locale. C'est l'antidote à l'individualisme. J'ai lu un exemple dans les sources qui m'a vraiment frappé là-dessus. L'histoire des perceuses. Vas-y, raconte, c'est un excellent exemple. En gros, les textes demandent pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir 50 perceuses dans les garages d'une seule rue résidentielle. La plupart du temps, elles dorment dans un placard. Moi-même, j'en ai une qui prend la poussière, tu vois. Tout le monde en a une, et écologiquement, fabriquer 50 moteurs, c'est un désastre. Exact. Alors que si on avait un réseau bien structuré, cette fameuse arborescence, la rue entière pourrait très bien partager 2 perceuses de qualité professionnelle avec une efficacité totale. C'est le passage d'une sécurité basée sur le stock, l'accumulation d'objets, à une sécurité basée sur le flux, c'est-à-dire les relations de confiance entre voisins. C'est tellement plus logique. Et enfin, on arrive au niveau macro, la 5e strate, celle de la planète, avec le 5e outil, l'économie bleue et circulaire. Là, on boucle la boucle au niveau des écosystèmes. L'idée de l'économie bleue, c'est de s'inspirer du vivant, où la notion même de déchet n'existe pas. Oui, la feuille morte de l'arbre devient la nourriture du champignon, quoi. Exactement. Au lieu de puiser dans la terre de manière linéaire puis ensuite jeter, on emprunte la matière et on la restitue. L'industrie et l'artisanat locaux sont repensés pour que le résidu de l'un devienne la matière première de l'autre. Donc si je résume cette boîte à outils, on a le BIB pour l'individu, la Monea pour l'échange, l'Armageddon pour le foyer, l'arborescence pour la communauté et l'économie bleue pour la planète. C'est une architecture parfaite. Et ce qui est fou, c'est que ça rend la décroissance scalable, tu vois, c'est applicable à toutes les échelles de la société. C'est vrai. Et en lisant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des liens avec d'autres grands penseurs de la transition, qu'on connaît bien. Les sources de la Terreco font un peu la synthèse de tout ce petit monde, non? Complètement. Si tu croises ces outils avec les experts actuels, c'est bluffant. Prenons Jean-Marc Jancovici, par exemple. Ah oui, l'expert énergie et climat. Voilà. Jancovici alerte constamment sur la dépendance aux énergies fossiles. Eh bien, il serait ravi de l'espace Armageddon. Ça réduit drastiquement l'empreinte carbone en mettant fin à cette fameuse servitude énergétique mondialisée. Et si on prend Arthur Keller, qui travaille beaucoup sur les risques d'effondrement systémique et la résilience? Pour Keller, la réponse se trouve dans l'arborescence santé. Face aux ruptures d'approvisionnement des grandes chaînes mondiales, ce réseau de confiance locale, c'est la résilience indispensable. C'est le vrai filet de sécurité. C'est clair. Et je pensais aussi à Timothée Pariquet, l'économiste spécialiste de la post-croissance. Parique, c'est l'évidence même pour la Mona. Il cherche toujours des moyens de s'extraire de l'obsession du PIB. La monnaie de la Terreco, c'est l'outil parfait pour valoriser l'utilité sociale sans avoir besoin de croissance matérielle. C'est impressionnant de voir comment ces concepts se rejoignent. Et pour ceux qui nous écoutent, l'application de tout ça est super concrète. Qu'on soit juste fatigué par la pression de l'inflation ou qu'on cherche de vrais modèles post-croissance. Ça montre que la transition, ce n'est pas ce fameux retour à la bougie dont on parlait au début. Non, c'est l'inverse. C'est, comme le dit si bien la source, une montée en gamme de l'intelligence humaine. Une montée en gamme, ouais. On passe d'une intelligence de l'accumulation matérielle à une intelligence de la relation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Ça veut dire que l'écosystème Lanterre-Eco, il ne nous propose pas seulement de réparer des maisons, low-tech ou de baisser nos émissions de CO2. C'est bien plus profond que ça, oui. Il propose une véritable mise à jour de la dignité humaine. C'est un monde où l'empathie, au lieu d'être une faiblesse dans la jungle capitaliste, devient un avantage stratégique, où l'honnêteté devient la base même de la monnaie. Et puisque tu parles de ça, ça m'amène à une réflexion, une question un peu provocatrice pour prolonger tout ça. Oh vas-y, je t'écoute. Puisque le modèle Lanterreco prouve que la véritable richesse réside dans la densité de nos relations humaines et que le système remplace l'accumulation de capital par la qualité de la présence, Oui, on est d'accord là-dessus. imagine un peu ce qui se passerait si demain, face à l'épidémie de dépression, d'anxiété, de burn-out causée par notre système de croissance forcée,
Si nos systèmes de santé cessaient de prescrire des médicaments chimiques pour les maux de l'âme, Attends, tu veux dire remplacer les antidépresseurs par quoi? et si les médecins se mettaient à prescrire officiellement du temps partagé, des connexions au sein de ces arborescences locales? Une ordonnance pour aller aider son voisin, en gros? Exactement. Est-ce que la médecine de demain, pour soigner les dégâts de l'hypercapitalisme, sera avant tout sociale plutôt que chimique? Eh bien, c'est une question absolument vertigineuse pour terminer. Merci beaucoup pour cette analyse poussée de l'univers Latéréco. C'était une plongée vraiment passionnante dans la redéfinition de la décroissance. Merci, c'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça. À bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.